bienvenue Anne Leckie et Patrick Marcel. Nous allons commencer par une brève présentation de l'auteur, du traducteur, de l'œuvre de l'auteur, éventuellement de l'œuvre du traducteur. Donc je vais commencer par Anne Leckie. Anne Leckie est donc l'auteur d'un certain nombre de nouvelles, mais essentiellement pour l'instant en français d'une trilogie des Chroniques du Raj, dont le 3e tome est sorti il n'y a pas très longtemps, traduit donc par Patrick Marcel. Et Anne Leckie est une auteure américaine qui va nous expliquer un petit peu aujourd'hui sa manière à la fois d'écrire, mais aussi de recevoir peut-être le travail du traducteur. Et nous allons sans doute évoquer également sa relation aux autres cultures, puisque c'est un des thèmes centraux de son livre, de ses livres, de cette trilogie. Mais également, un point qui a fait débat, d'ailleurs un petit peu autour de Patrick, la notion de genre, donc le genre sexué, en l'occurrence, qui est central dans les relations entre les personnages, ou du moins dans notre relation de lecteur à ces personnages. C'est vraiment un des points importants de l'œuvre, et Patrick a beaucoup de choses, je crois, à dire sur son travail à ce sujet. Donc Anne Leckie est une auteure qui a commencé à écrire dans le cadre du mois NaNoWriMo qui débute demain, je vous le signale pour ceux qui voulaient s'inscrire si vous aviez oublié. Alors NaNoWriMo, chacun ne le sait peut-être pas, c'est une sorte de défi que se posent des gens qui souhaitent écrire et qui décident d'écrire environ 175 feuillets, je crois, d'une œuvre de fiction, si possible un roman court de cette taille, mais peut-être simplement 175 feuillets d'une œuvre à venir. Et c'est donc le défi de le faire en un mois, avec des rencontres, avec des nuits d'écriture, des nuits blanches d'écriture, etc. So Anne, you started writing this series as a challenge in NaNoWriMo? I did. I actually had the idea for the book several years before I started trying to write it. And it was such a big idea, I didn't think I could do it. I had wanted to write for a long time. But writing a novel is very scary and intimidating. A novel is very long, and the idea was a very big one. And I was a new baby writer, so I didn't know where to start. And some friends of mine said, oh, there's this thing, NaNoWriMo. And for the month of November, you write 50,000 words in a month. And then you get a little certificate of award at the end when you finished it. And I said, well, maybe I can do that if I have my friends with me to cheer me on. And it was a lot of fun. There was a message board, and you could go on if you wanted to and say, oh, I wrote 10,000 words today, and everybody on the message board would be, hooray, go you, you're wonderful. And it was really very helpful to be able to do that. I didn't actually write Ancillary Justice. I wrote another story kind of to the side of it because I was still very intimidated by the idea of Ancillary Justice. But the most important thing that I learned from NaNoWriMo, which I think is really crucially important for people who want to write but who are feeling like they can't, is that I know when I sit down to write, and this is true I think of a lot of writers, there's a little voice in the back of my head that tells me that what I'm doing is stupid and I'm wasting my time. But when I do NaNoWriMo, I learn that that voice can't hurt me. I can keep writing anyway. And I learned the habit of just sitting down and typing. You have to actually write 1,667 words a day, every single day, to hit your 50,000. And just learning that habit made it less intimidating. And at the end, I had half of a book. And so I found that a really valuable experience. And so when people talk to me about NaNoWriMo and they say, well, I think it's kind of silly, what do you think? I said, no, I think it's wonderful, especially if you're really afraid that you can't start writing, you don't know how to start, you've got that little voice in your head. I think NaNoWriMo is a fabulous way to learn your way past that. Donc c'était une petite introduction sans parler réellement de son travail, mais effectivement elle nous explique qu'elle était... You were a housewife? I was. Elle était femme au foyer, ouais. Yeah. Et donc voilà. Alors depuis sa carrière a décollé, elle a accumulé les prix avec cette série, tous les principaux prix américains, y compris les prix de Locus, qui est quand même la revue de référence des lecteurs
des passionnés de science-fiction. Donc c'est quelque chose d'important en fait dans la carrière d'un auteur, même si c'est moins médiatisé comme prix. Quant à Patrick Marcel, mais on ne le présente plus. Il est traducteur évidemment des derniers volumes du Trône de Fer. En fait, du dernier volume, Oui. juste le 5e. Oui, mais enfin, on en espère d'autres. Ah ben j'espère bien, oui, mais ça, Tu on ne attend. sais rien à ce sujet. Non, je ne sais absolument pas quand sort le prochain volume. Et il a une longue carrière de traducteur, mais également, on le sait moins, d'auteur en fait, de BD notamment. Ah, C'est un peu exagéré. J'ai fait quelques BD qui ont été publiés, mais c'est des petits trucs, donc Oui. non, c'est anecdotique. mais tu es quand même créatif, Oui, de manière infiniment, autonome. infiniment. Voilà, des crobards. Donc toi, tu étais récemment dans le mois de Inktober. Ah, C'est encore un autre mois, un autre ouais. défi créatif. Ouais, j'y Hein suis encore, mais je ne Voilà. vais pas le finir. Alors je vais le finir en Inktober, retard. tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Eh ben, c'est comme NaNoWriMo, sauf que c'est pour les dessins. C'est Inktober, donc en octobre, un dessin à l'encre par jour. Voilà. Donc, j'ai vu cette année, mais c'est probablement toutes les autres années, qu'il y avait une liste de mots qui donnent une thématique pour chaque jour, pour chaque dessin. Ce qui est pas mal parce que je l'ai fait qu'une seule fois précédemment l'année dernière et certains jours devant la feuille blanche, lorsqu'on doit trouver un dessin sans aucune idée de départ, c'est un peu difficile, mais enfin bon, voilà, là c'était un peu mieux. J'ai un peu triché sur la fin, j'ai combiné 2 mots pour faire une seule image de manière à prendre de l'avance pour les utopiales, donc c'est pas bien. En tout cas, voilà, le traducteur est quand même un petit peu un auteur, à la fois des textes qu'il co-signe avec l'auteur en français, et puis il faut quand même avoir un minimum de capacité créative. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. And donc, NaNoWriMo was the start, but I would love for you to explain this central theme in your work, which is, well, gender on the one hand, which is, of course, kind of an issue in French. You know, we do have female and male names for everything. This table, for instance, is supposed to be female, right? While this chair is supposed to be male. So I don't know how this, relates to you, to your relationship to the world, knowing that things have genders. That would be interesting for you to explain. I know you learned a bit of Spanish. You told me you even passed the exam in the end. And so how is your relationship to foreign languages and to gender in language? First thing. Would you like to talk to us about that a little bit? Since it will be a very central issue in the translation process. Yeah, it's. I did Spanish in high school and did very well on the exam at the end, tested out of the first year in college, and then never went on to do more Spanish. So my Spanish is very bad. I then took some German. I tried to teach myself a number of different languages, but I also I was a singer in college, and I sang in a number of languages, actually. Latin, of course. If you're in a choir, you're singing lots of stuff in Latin. Italian, French, sung things in Czech. It was really a lot of fun, but you don't learn the language, you just learn how to say the syllables, right? But I did know that languages like Spanish and French and Italian gendered nouns in a way that English doesn't. But when I wrote Ancillary Justice, I wasn't thinking about that at all. I had just said, I want to write a society that genuinely does not care about gender at all. And I started by assigning binary genders to my characters and using he and she for them. And I was unhappy with the result. I didn't think I was getting a society that didn't care about gender. So I thought about it, and I said, well, what I'm going to do is I'm just going to use she for everyone. Because what that will do is it'll make a default a single pronoun, but it also make it visible. If I just used he for everyone, it would be like any science fiction novel from the 50s, right? That had only guys in it. So I used she, and the more I did it, the more I liked it. And didn't think at all about the translation. And then my agent contacts me and says, well, they want to translate it into French. And I go, that's wonderful, that's really exciting. And then I get an email from Patrick. Because, of course, in French,
nouns are all gendered, but not only are nouns all gendered, which I knew, the thing that it didn't occur to me, even though I did know it, was the lack of a neuter gender, which English being a Germanic language, German has a neuter gender as well, but French and Spanish, they don't have that. So in English, it sounds funny if you would say the table, she, the chair, he, I'm sitting in him. That would sound very funny in English. But in French, of course, that's how that works. And that causes serious problems for my book because while I say that there's only one pronoun and it's she, that's not really true. There's another pronoun and it's the genderless neuter pronoun for inanimate objects, which is it, which French doesn't have, right? And so when my main character, who is essentially a spaceship and considers herself to be an inanimate object, even though she's got a human body, she's going to think of herself in a different way. She's going to call other ships it, but they can't do that in French. And so I had the conversation with Patrick, and I was like, so how are you going to do this, right? And he came up with what I thought was a really neat solution. I really like, I can't read it in French. I can't see how wonderful it is, but it sounds really clever and cool to me. En fait, j'ai triché puisqu'il n'y avait pas de solution. J'ai dû travailler avec les deux genres qu'on a, c'est-à-dire qu'essentiellement, les êtres pensants sont féminins et les êtres non pensants, les vaisseaux, les intelligences artificielles en général, sont devenues masculines. Voilà, sont devenues masculines. C'est encore plus sournois parce qu'en fait, en anglais, un vaisseau, c'est she. Oui. That's even. Yeah, that's right. Yeah, we say she about boats and ships. You had to change that as well. Enfin, En donc, anglais normal, enfin pas seulement chez Anne Leckie. Oui, c'est ça. Voilà. On parle d'un bateau, on dit she. Elle pour un vaisseau. Et en science-fiction, pour les vaisseaux spatiaux, comme c'est une tradition maritime, généralement c'est transposé aussi, on dit she. Alors c'est là qu'on s'aperçoit en fait que à la base, c'était un problème impossible parce que justement, c'est quasiment l'inverse. Autant en anglais, c'est essentiellement, bon, en gros trait, c'est une langue neutre avec quelques pronoms qui définissent le genre. En France, comme tout a un genre et qu'on n'a pas de neutre, il fallait transposer exactement l'inverse alors que ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu cette solution qui n'était pas pratique et qui était d'autant plus complexe que le fait que tout soit genré en français devient d'autant plus vicieux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le genre du corps de Breck, le personnage principal. C'est un vaisseau qui a investi un corps humain, mais jamais, à aucun moment dans le roman, on ne sait quel genre de corps c'est. Ce qui n'est pas tellement difficile, il suffit qu'il n'y ait pas de description normalement. Sauf que non, parce qu'au cours du roman, au cours du premier roman notamment, il y a une escale sur une planète où le langage est genré. Et il y a notamment une scène de discussion entre un médecin et Breck. Et le problème, c'est que si par exemple en anglais, le médecin dit à Breck « You're beautiful », en français, je ne peux pas traduire, parce que je suis obligé de traduire par « Vous êtes beau ou vous êtes belle ». Et là, c'est un problème. Donc, il fallait que je trouve en plus des façons de traduire de manière neutre, en cherchant par exemple des adjectifs qui se terminaient en E, parce que c'est une... le sexe n'apparaît pas à travers des adjectifs comme ça, et il fallait que je le fasse d'une manière qui apparaisse naturelle, forcément, parce que si la phrase semblait être tordue de façon à éviter de nommer le genre, c'est pas comme ça que la conversation se passait, et ça attire l'attention sur le fait qu'on essaie de cacher quelque chose. Donc le premier volume, ça a été un casse-tête. J'ai failli devenir fou, le directeur de collection a failli devenir fou, et on a... Je crois que la première correctrice n'est pas passée loin, et la deuxième correctrice qui comprenait un peu plus le principe s'est allée. Donc, à partir du deuxième volume, les automatismes étaient à peu près en place, et au troisième volume, j'ai commencé juste à m'inquiéter que ça se transpose sur d'autres traductions que je faisais par côté, mais finalement non. Donc, dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé. Passé le premier volume. I had a question to you about this genderless.
Did you think about the implications in terms of what we know is psychology or psychoanalysis or whatever, in terms of character building? Does it imply, if there is a genderless human society, does it imply a certain lack of, for instance, male-female embodiment of qualities? Where did you go? How deep did you go in your thinking about this genderless society? I thought some about it, and maybe not as much as I should. I thought more about it later. It was very interesting to see a lot of the discussions that the book started. And that was really, I enjoyed that a lot, actually. I learned a lot just from listening to people talk about it. I began just by saying, let me assume that a lot of the things, for instance, we talk about being able, you can look at somebody and see what gender they are. You can tell. And then we also say, you can tell gender because of their body. Except that's a part of people's bodies that we rarely see, right? We're not actually checking in each other's trousers to see what gender. We're actually reading things like hairstyles, colors and cut of clothing, the way people carry themselves, the way they talk, and those things can change from place to place. There are signals that might be very strong in one society that are coded very masculine, and you go to a different country, a different continent, and those are coded feminine. And so those aren't standard. The way a person experiences themselves is going to be the same no matter what, but the signs that you put on the outside of it to tell everyone what that is are going to be different. I said, so let me just assume that this society has none of those. They have their own experience of themselves, whatever that is, but they're not going to think of it the way that we think of it. And so to some extent I cheated by sort of smearing that with the she and then letting the people be who they were. But it was really interesting to me for myself how much I assumed that a person would be a certain kind of person if they were he. But when I said they're she, my image of that person changed. But that person doesn't change. I'm writing them exactly the same on the page. And that was very, very interesting to me. And I've spent time even now thinking about how that worked for me, because I found that when I first started writing, the beginning of the first draft, I used he and she for some characters. And then when I went back and I said I'll use she, all of a sudden, my image of my own characters changed. And I said, that's how powerful those pronouns are. That's how powerful those social expectations are for what kind of person goes with what kind of category I'm putting them in. That was super interesting to me. En fait, il y a une espèce de préparation, puisque dans le premier roman, il y a deux périodes temporelles, mais toutes les deux se passent sur des planètes. Non, il y a la période actuelle qui se passe sur une planète genrée, et l'autre se passe sur une planète qui appartient au Ratch, donc qui a un langage non genré, mais ça permet de mitiger justement. Et ce qui fait que lorsque Breck arrive enfin dans le Ratch, il a une vision un peu décalée, ce qui fait on a une image de comment cette société se passe. Et c'est-à-dire, c'est une société où effectivement, c'est pas que le genre n'existe pas, c'est que le genre est indifférent. Et on trouve des gens avec des moustaches, des courbes, des couleurs, enfin, tout un tas de signes qui pour nous correspondent à un genre ou à un autre et qui sont mêlés sans qu'on sache vraiment s'il s'agit d'hommes ou de femmes, parce que il n'y a pas les critères qui s'appliquent chez nous ne s'appliquent pas. Il y a une réflexion qui est très amusante sur la planète genrée. C'est bien parce qu'on a l'impression que je suis en train de parler de l'auteur belge là. Ou de Jean-Daniel Breck, le traducteur. Je ne s'appelle pas genré. Non, où le docteur, qu'on nous décrit comme étant barbu, donc on suppose qu'il est un homme, et qui met Breck au défi de définir de quel sexe il est. Et Breck répond c'est pas juste, je ne peux pas le savoir, je ne l'ai pas vu nu. Alors que pour nous, le fait qu'il ait une barbe, c'est quand même.
il y a au début aussi, lorsqu'elle va dans une Well, and auberge. even Breck even says in that I haven't seen you naked, and even if I had, that wouldn't make a difference, Yeah. right? Because that doesn't necessarily say, right? Yeah, that's on top of that as well, yes. But in the first, oh pardon, oh oui, excusez-moi. Quasiment le premier chapitre, elle rentre dans une auberge de cette fameuse planète genrée et elle voit la personne au bar et les clients et elle ne sait pas, elle pense qu'ils sont plutôt mal parce que les motifs sur leur chemise lui apparaissent plutôt masculins. Ce qui évidemment fait un peu bizarre pour le lecteur qui arrive tout juste dans le roman, mais justement prépare à cette espèce d'incertitude où c'est pas une considération et donc Breck se trouve souvent en difficulté lorsqu'elle se trouve à discuter avec des gens pour qui c'est une considération parce que étant une intelligence artificielle très développée, ce ne sont pas des critères qu'elle a vraiment pris en compte et elle a toujours des difficultés à assigner le... En fait, il y a 3 personnages, je crois, dans la trilogie dont on sait à peu près le sexe corporel. Seivarden notamment, puisqu'on le voit nu au début. We don't actually know Seivarden's for sure. Fans talk about that a lot, and that is just the people in the tavern, in the inn, said that she is a guy. So Breck was like, well, okay, so I know they're saying she's a guy, right? But we don't actually know if that's what Seivarden is. So I see a lot of fan discussions about that. What does that mean? It doesn't actually mean very much about Seivarden. But you're right. In the whole trilogy, there's... There's I've forgotten his name, the brother. The brother of the small brother. Uran, the younger brother who's Uran, involved in. Yeah, Uran, Uran. definitely. I don't know if there's anybody else. Well, I thought the doctor might be. No, the doctor isn't. The doctor isn't. Being on a gendered planet with a beard. The doctor doesn't have a beard. The doctor's not described as having a beard. The priest in the temple has a beard. On Niels. On Niels, the Dr. Snow Strigan. planet. The Dr. planet who has Strigan. the weapon. Yes, Hasn't he got Dr. the Strigan beard? doesn't have a beard. Oh, Not that I thought recall. In fact, that's my Hebrew translator, because it gets worse in other languages, actually. Yeah. Because Hebrew genders verbs. So you can't say, I walk into a room without gendering that walked. And of course, in English, the whole thing is in first person, and so Breck never talks about herself in any gendering way. You don't have to in English. But in Hebrew, she has to call out a gender every time she uses a verb for herself. And so my I had many emails from my Hebrew translator and one of them was trying to figure out Dr. Strigan's real gender, right? And I was like, if you've got to work this hard, just use she. Je pensais vraiment me souvenir qu'il y avait une barbe. Bon. Well, I must have given it. You know, it's really interesting to me the way that people see different characters. Like, whether or not the description is there, you'll have a really firm idea of what the person looks like, and it's really interesting to me how just a few words can do that. It's really. Et justement, d'ailleurs, Patrick, c'est très intéressant ce qui vient de se passer, parce que la question que j'allais te poser pour rebondir sur ce qu'a dit Anne à propos de ce que ça a impliqué pour elle de construire ce monde et les implications, j'imagine, même dans sa vie personnelle, enfin de la remise en question. Donc tu as dit que tu as failli devenir fou, mais ça c'était sur des questions de traduction pure. Mais est-ce qu'il y a eu sur toi un impact, justement, as-tu tout d'un coup eu des Bon, les questions de genre ne se sont peut-être pas étrangères. Enfin, tu n'étais peut-être pas un total innocent des questions de genre. Non, mais en fait, effectivement, c'est ce qu'il y a de très bien dans le roman, parce que le fait d'éliminer cette question de genre donne un autre aspect à la société. Et effectivement, c'est très intéressant de voir ça comme ça. C'est une très bonne initiative qui donne un bouquin qui change la perspective qu'on a. Je ne peux pas dire que ça me l'a changé particulièrement. Je ne pense pas être trop marqué par les gens. Enfin, si, bien sûr, mais je ne suis pas sûr. La remise en question du genre n'était pas une nouveauté pour toi. Voilà, c'est ça que... À la rigueur, oui. Enfin, je veux dire... Il faut dire que Patrick Marcel, il lui arrive de porter des kilts.
Mais c'est Ça te va très bien. Mais ça c'est te va très très bien. masculin le kilt. Mais Enfin, nous c'est sommes d'accord, pas. c'était une plaisanterie. Kilts are, you know, my last name is a Scottish last name. I totally approve of kilts. Those are very manly. Yes, of course. And they suit you very well. Thank you. Donc, c'est pas de remise en cause particulière. Non, enfin, je veux pas me vanter. Je pense pas que je sois très machiste ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a pas bouleversé ma vision, quoi. Je sais pas trop quoi dire. Hein, ça. Non, mais j'ai trouvé justement cette perspective intéressante parce que effectivement, on a souvent, lorsqu'on voit un nouveau personnage arriver, on joue le jeu. Est-ce qu'il est masculin, est-ce qu'elle est féminine? Et en fait, c'est elle, de toute façon. Alors, on fait des jeux. Moi, en tant que traducteur, quelque part, ça n'était pas mon problème. Mon problème, c'était d'éliminer autant que possible toute marque autre que celle qu'il y a dans le texte, pour définir d'un côté ou de l'autre. Le pire étant pour Breck, puisque Breck parle parfois avec des gens qui risquent de révéler le sexe apparent de son corps, qui est une considération qui n'existe pas dans l'original, donc que je devais éliminer aussi de la version française. Et ce qui n'est pas toujours facile, mais a priori, je pense qu'on ne sait pas en français non plus. Personnellement, je pense que c'est un corps féminin, parce que c'est plus intéressant pour certaines scènes, mais c'est purement... Ta projection. Non, pourquoi? Je ne me projecte pas dans mes traductions. Enfin. Alors justement, j'allais en venir là au travail plus hands-on, comme disent les Américains, et interroger nos deux compères sur cela. So, Anne, I would like to ask you more about the way you write. So you told us about NaNoWriMo because that was, well, tomorrow. But I would like to go more in depth into that. So what started the idea for the first novel? Was it character? Was it a situation? Was it the theme, the genderless theme, or a mix of those? Were you inhabited by a message of sorts, or a character, or a plot? Could you tell us a little bit about that? Yeah, Glee started very simply with the idea of the character who has so many bodies, that they can be in many places at once. And that seemed really fascinating to me. And just over time, I would sort of, you know, when you're like in line at the post office or something and you're bored and amusing yourself, telling yourself little stories, and I would use this and kind of play around with it. And maybe I would come across a shiny thing when I read, and I'd put that in my little story. And over time, the world sort of built itself up around the idea of the spaceships with the many bodies. And then, of course, with Anandar, the ruler of this empire, who also herself has many bodies, which allows her to be in many places at once, which solves a lot of storytelling problems, I'm here to tell you. And so that was a lot of fun. And so I thought about that, and I had wanted to write since I was very young. I'm one of those people who wanted to write when I was a child, but I always felt like it wasn't something I could really do, that I would be good at. I'm here to tell you, if you feel that way, that's no indication of whether or not you can actually do it. And so when I started to do NaNoWriMo, I had the idea for the story of ancillary justice, but I felt very strongly that it needed to be in first person from the perspective of this character, of Breck, or of the ship Justice of Torin. And the ship Justice of Torin has literally thousands of bodies. And so how do you tell a first person narrative from the point of view of a character who has thousands of bodies and is potentially in hundreds of places at once? And I said, I can't do that. I'm not good enough to do that. So I'll do a different story. And that was what I did. But what that was kind of good, because it allowed me to take a lot of time to go and read things. In the process, when I build up a world, I spend a lot of time in libraries. I love libraries so much. They are the most wonderful thing. I'll walk up and down the history or anthropology shelves, or the art and architecture shelves, and just pull off any books that seem interesting to me and read them. And then anything that's cool, then I save that. I put that aside to put into my story. And that can take a very long time. And for Ancillary Justice, it did take a very long time. So it was kind of good that I said to myself, I can't write this yet.
maybe I'll write it in the future. So when I'm beginning to write a thing, that's a big part of my process, is a lot of reading of just almost random things to put into the work. When I actually do sit down to write, I myself love the program Scrivener. It works very well for me for how I write, although I don't use it the way everybody uses it. But I love the way it can break down into chapters, and then when I'm done, I export it, and I work with the whole document in a Word document to do my final edits and send it to my editor. I try and write every day. That doesn't always happen, right? Real life gets in the way so very often. But mostly it's sort of an amorphous, whatever I feel is right kind of thing. I read something. If I get stuck partway through, I'll go back to the library. And very often I just need to read something else. And so I just keep reading things, and I'll come across the thing and I'll be like, oh, that's what I needed. And now I can get back to work. D'ailleurs, nous saluons la présence des bibliothèques de Nantes. Hein. Vous pouvez emprunter des livres pendant la durée du festival. C'est ici. Ah. On voit d'ailleurs les rayonnages. The books are there. The libraries. You know, they're with us. Okay, so that's the way you started. Et toi, Patrick, est-ce que dans ta relation au texte que tu vas traduire, bon, tu m'as déjà expliqué, mais je pense qu'il faudrait que tu réexpliques à notre public, comment toi, tu t'y prends pour démarrer une traduction? Est-ce que tu lis le livre avant? Est-ce que tu démarres sur les chapeaux de roue pour garder ton premier plaisir de lecteur et donc pouvoir le rendre encore mieux? Quelle est ta méthode de ce point de vue-là? C'est la deuxième hypothèse. À part quand je traduis un livre que, pour certaines raisons, j'ai déjà lu, je préfère commencer directement à traduire parce que, justement, la curiosité fait que j'avance, je veux connaître la suite et donc ça m'aide à aller lent. C'est pas grave s'il y a des choses qui sont révélées à la fin, qui sont en contradiction avec la façon dont j'ai traduit au début, parce que de toute façon, je vais revenir 5 ou 6 fois sur le texte, je vais corriger en fonction de ce que j'ai lu. Donc, le fait que ça soit un premier jet et que je puisse faire des erreurs au fur et à mesure, ça n'a aucune importance. Je suis en train de dégrossir le texte, et puis ensuite, je reviendrai, puis je raffinerai, je travaillerai sur les détails. C'est ce qu'on dit toujours, la traduction, c'est un choix. Donc, au départ, je fais un choix, et puis il s'avère justifié ou pas, je reviens, je corrige, je rectifie, jusqu'à ce que où la date de remise soit arrivée, où je sois à peu près content, et puis j'estime que c'est fini. Et même après, il arrive que parfois le bouquin est rendu. Et là, par exemple, c'est quelque chose, j'en ai discuté avec Thibaut Eliroff. Je ne sais pas si je ne vais pas faire changer une chose pour l'édition de poche, parce qu'il y a des personnages très importants dans l'histoire qui sont le corps des traducteurs, Translators Corps. Et évidemment, d'abord, pour mon excuse, au début, on parle d'eux sans vraiment entrer dans les détails. Donc j'ai vu Translators, j'ai sauté sur traducteurs, pour une fois que les traducteurs sont des personnages importants dans un roman de science-fiction. Je n'avais pas laissé passer l'occasion. Et quand on rencontre les traducteurs, je ne sais pas si vous avez lu les bouquins, mais si vous les lisez, ce sont des personnages assez inoubliables, notamment Delic. J'ai pas fait attention, le traducteur allait très bien, donc j'ai continué comme ça. J'ai traduit aussi dans le 3e tome où il y a un autre traducteur qui apparaît. Tout se passe bien. Et une fois que j'ai rendu le bouquin, je me suis aperçu qu'en fait, aveuglé par la gloriole, j'avais négligé le fait que quelque part, ce ne sont pas des traducteurs, ce sont des interprètes. Ils servent d'interprètes. Et en plus, c'était un terme qui allait beaucoup mieux dans l'esprit de la traduction française, parce que c'est un terme qui est plus ou moins neutre, il se termine par un E, donc on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Il y a le L apostrophe généralement pour le désigner, donc c'est beaucoup plus flou, c'est moins directement choquant que la traducteur, qui est suivant les règles que j'avais établies dans le premier volume et la façon dont on les désigne dans le reste du bouquin. L'interprète, ça passe mieux pour le lecteur français parce que c'est plus flou. Donc je vais peut-être faire changer ça dans la version de poche quand ça paraîtra. Alors, excusez-moi, vous constaterez un regret similaire lorsque nous aurons notre rencontre demain avec Jean-Daniel Brech et Lev Grossman, puisque Jean-Daniel viendra carrément avec des rectificatifs.
il s'est aperçu de quelque chose qui marchait mieux. Alors vous voyez comment sont les traducteurs là, Ça, alors, c'est les auteurs peuvent être pareils. Hein, Ça, c'est le problème, effectivement, que lorsqu'on traduit, par exemple ici, une trilogie, on traduit des éléments qui peuvent paraître innocents et qui se révèlent dans des volumes ultérieurs avoir plus d'importance et ne pas être exactement ce qu'on avait compris. Alors, ça dépend. Il y a des fois où l'élément en question, on se doute bien de quelque chose et on interroge l'auteur. J'ai traduit un bouquin qui s'appelle Le baiser du rasoir, et il y avait un petit personnage, et il avait un nom, je ne sais plus ce que c'était, Ren, je crois. Et Ren, c'est roitelet, et roitelet, ça ne sonnait pas bien, comme c'est un gamin des villes. Donc j'ai contacté l'auteur, Daniel Polanski, pour lui demander s'il avait prévu quelque chose avec le personnage pour les volumes suivants. Parce que Pinson me semblait mieux, je crois que c'est le nom que je vais choisi, comme oiseau des villes. En fait, il est tout petit et tout maigre, donc c'est un moineau. Bon, je crois que je l'ai appelé Pinson. Et je voulais savoir si par hasard, ça n'allait pas être quelqu'un d'important dans les volumes suivants, et ça allait, donc j'ai pu utiliser ce terme-là. Mais j'avoue que les traducteurs, j'ai pas vu venir le coup. Et puis même en voyant ensuite, ça passe bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une erreur de traduction, c'est juste que je crois qu'interprète, finalement, ça aurait été un meilleur choix. Mais c'est pas très grave. Si vous l'avez lu dans la version qui est actuellement, vous inquiétez pas, ça ne change strictement rien, ça va bien. C'est juste un petit fignolage de dernière minute. Et en termes d'outils, alors donc Anne Leckie a évoqué le logiciel Scrivener dont nous avait déjà hier parlé Paolo Basigulapi, logiciel largement utilisé maintenant dans le monde anglo-saxon. Il y a même des auteurs d'ailleurs, auteurs partiellement de SF ou de fantasy ou de fantastique, qui ont été parmi les premiers à en faire la publicité, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas payés pour ça. C'est Michael Marshall Smith, qui a été un des premiers auteurs à ma connaissance. Son nom était cité en exergue du logiciel. Il trouvait cet outil formidable. Ça remonte aux premières versions de ce logiciel, qui à l'époque, si je ne m'abuse, n'existait que sur Mac. Et maintenant, il me semble qu'il existe sur Mac et PC. Et toi, bon, évidemment, c'est un logiciel d'écriture qui sert à modifier, entre autres, des blocs entiers de texte et les déplacer, pouvoir les escamoter, voir des solutions intermédiaires, voir si telle scène, finalement, on peut s'en passer ou pas, etc. Mais bon, ça ne fonctionne pas pour la traduction, a priori. Mais quels outils utilises-tu, toi, en termes informatiques, bouquins, etc., de référence? Essentiellement, j'ai beaucoup de bouquins de référence. Chaque fois que je vais dans une brocante et que je trouve un vieux dictionnaire, hop, je le prends. Mais finalement, au jour le jour, je m'aperçois que je fais le travail avec l'ordinateur. Alors j'ai essayé Scrivener justement parce que je connaissais Michael et qu'il avait vanté. Alors je me suis dit, je vais voir. Pour la traduction, ça n'a pas d'intérêt particulier. Et comme les raccourcis ne sont pas les mêmes que dans Word, je suis trop habitué à Word, donc je suis resté dans Word. J'ai déjà assez de problèmes lorsque Word change parfois les espaces ou les trucs comme ça. Et ça leur est arrivé une ou deux fois. Et c'est très agaçant de prendre de nouvelles habitudes. Enfin, ça. Autrement, ça dépend. C'est-à-dire que contrairement à la légende populaire, il n'y a pas tout sur Internet. Lorsque j'ai traduit un bouquin qui s'appelait Le livre de cendre de Mary Gentle, et Mary Gentle est extrêmement minutieuse sur son vocabulaire médiéval, j'avais besoin vraiment des termes précis, et pour trouver toute la nomenclature des pièces d'une armure, c'est pas toujours évident. Et je m'étais acheté l'encyclopédie médiévale de Viollet-le-Duc, ce qui avait fait pousser les hauts cris à tout le monde autour de moi, parce que Viollet-le-Duc s'est complètement dépassé. Enfin, il y avait des théories farfelues qui ont été complètement décrédibilisées. Et je me fous de ces théories, parce qu'il y a des gravures, il y a des légendes, il y a tous les termes que j'avais. Lorsque il fallait se mettre un casque et que ça n'était pas un homme, c'était une salade et qu'il ne fallait pas confondre avec une autre, Viollet-le-Duc était là et ça me permettait de l'avoir. Et ça, je n'ai pas trouvé les nuances sur Internet. Peut-être que depuis, il y a des sites spécialisés qui se sont mis. Mais pour certains vocabulaires spécialisés, la marine à voile aussi. Il y avait eu des petites encyclopédies chasse-marée où il y avait les termes de marine. Et c'était très bien. Et je me souviens d'un bouquin qui se passe, c'est un bouquin de Colin Greenland qui s'appelle Par les chemins de l'espace, qui est une espèce de steampunk très sympathique, où on se déplace dans l'espace, dans les terres, bien sûr, entre les planètes du système solaire, avec des navires à voile.
Et à un moment, alors je suivais bien ses indications, et je dis, c'est quand même curieux, parce que là, il saute, alors, j'avoue que maintenant, j'ai un peu oublié la différence, de telle vergue, et il tombe sur le mât de misaine. Mais c'est la misaine, c'est le problème de la misaine qui n'est Non, pas non. la même en français et en anglais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Colline m'a répondu en disant, ah mais moi je sais pas, je prends les mots parce qu'ils font joli, et puis c'est tout. Donc... Il n'avait pas travaillé sa doc. Ah non, pas du tout. Oh là là là. S'en foutait perdu. J'ai eu aussi un bouquin où tout le monde sortait de la maison et traversait tantôt le champ de seigle, tantôt le champ de blé. Et ça m'étonnait un peu parce qu'ils sortaient toujours du même endroit. Et alors, je sais pas, j'imaginais un champ qui était moitié seigle, moitié blé, mais enfin, c'est curieux. Donc j'ai fini par demander à l'auteur et il m'a dit, ah bon, il y a une différence. Bon, donc il y a des moments où le traducteur est obligé à être plus précis que l'auteur, parce que l'auteur, ça passe bien. Ça passe même à la lecture. Il y a peu de lecteurs qui remarquent ce genre de détails, parce que forcément, c'était pas une phrase après l'autre, le blé et le seigle. Le traducteur est sans doute une des personnes qui a à part certains fans forcenés, mais c'est sans doute une des personnes qui a le plus lu le bouquin, à part l'auteur. Parce qu'on repasse 5 ou 6 fois dessus. Donc on finit par noter des détails qui passent complètement inaperçus à la lecture, mais qu'il faut résoudre en français. Et donc voilà, on a parfois des surprises entre le seigle et le blé. Anne, you told us about libraries, but you also said to me recently that you even go there now for inspiration sometimes, or of course for documentation, because you don't rely on the internet that much, right? I do. Exactly what Patrick said. Yeah, I do a lot on the internet. The internet's become more and more helpful as time has gone by. I was talking to some other writers recently and saying, even in the past 5 or 10 years, it's become much easier to do really good research on the internet. At one point, I was writing a story and I wanted to know what it would look and sound like to fire a bullet into bulletproof glass. I wanted to see what that would look like. Excuse me. And of course, I mean, I don't have a gun in bulletproof glass. I'm not going to go out in the backyard and the neighbors call the police on me, right? And so, but these days, I can go to YouTube and type gun bulletproof glass, and there will be 500 videos of people out in a field somewhere firing guns into bulletproof glass just because they thought it was a cool thing to do, right? And so there's a lot of research that can be done that way, but when you want more in-depth, when you want details, the feel of a period or a culture, or deep details on an idea, very often you need to go to books to do that. And I'm really fortunate in that I live near 3 different universities. There are also 2 or 3 separate public library systems in the area where I live, and most of those will let me have a library card. And even better, I know in the US, I don't know if it functions past the US, we have a thing called interlibrary loan, where Yes, I go to, does exist here yeah, too. I go to the library and I say, I want to read this book, but it's not here in this library, and university libraries from wherever will send a copy, and then I can read it. And it's the most amazing thing. But yeah, there's a lot that you can do on the internet. There's a lot of research that you can do. But if I'm doing something really in-depth, very often I will need to spend a lot of time reading books. Yeah. Maintenant, on trouve, pour la traduction, je suis actuellement en train de traduire un texte assez difficile. Je passe beaucoup de temps à chercher les mots, parce que ce sont des mots archaïques. Maintenant, on a accès à des dictionnaires anglais très spécialisés, comme le Merriam-Webster, par exemple. Et c'est bien parce que ce sont des dictionnaires étymologiques en plus. Donc, on arrive à trouver des termes archaïques. Il fut un temps où on avait des dictionnaires assez courants, quoi. Dès qu'on commençait à chercher des termes un peu spécialisés, c'était fichu. C'est pour ça que j'ai plein de dictionnaires assez anciens chez moi, parce que j'étais obligé d'y avoir recours. Maintenant, je m'aperçois que j'ai moins recours aux livres, parce qu'il m'arrive aussi de devoir chercher dans ma documentation, mais la plupart des mots maintenant, j'arrive à les trouver en faisant des recherches sur Internet. Ce qui est bien, parce qu'on gagne du temps.
bien, merci. Bon, je crois que vous avez peut-être quelques questions dans la salle et je vous invite donc à les poser. Quelqu'un voudrait commencer peut-être? Vous avez des personnes avec des micros ici, des micros sans fil? À un moment dans le troisième... On entend assez mal le... Parle plus près. Ça, encore plus près, d'accord. À un moment dans le troisième volume là, de la trilogie, il y a une discussion où on demande à Breck si ça la gêne qu'on l'appelle « it ». Je l'ai lu en anglais, Patrick, je suis désolé, je n'ai pas lu ta traduction. Comment tu rends ça? Parce que it, donc, tu as dit que c'était il, mais appeler quelqu'un it, qui est un truc pour un objet, c'est un peu insultant, alors qu'appeler quelqu'un il, en général, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que je travaille dans des conventions qui sont établies depuis le début. Alors, je ne me souviens plus exactement, je vois très bien le passage, mais je ne me souviens plus exactement comment je l'ai rendu. Mais ou bien j'ai dû prendre une périphrase, ou bien j'ai dû dire l'adjectif, le pronom neutre. Enfin, je ne peux pas employer it, donc j'emploie ce que j'ai établi. L'important, c'est la cohérence. Voilà, ça reste cohérent, donc à mon avis, ça passe, parce que... Alors évidemment, il n'y a pas cette nuance qu'il y a avec it, mais on n'a pas it, donc je ne peux pas avoir cette nuance. C'est une chose aussi qui m'ennuie, parce que en français, lorsque Breck parle de lui, il parle de lui au masculin, ce qui, subconsciemment, induit sans doute chez le lecteur l'image qu'il a un corps masculin. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement, parce que il n'y a pas moyen de contourner le problème, à part inventer un nouveau pronom, et j'ai pensé que ça serait quand même trop intrusif. Pendant un temps, j'avais même pensé à utiliser l'arme lourde, c'est-à-dire que tous les êtres pensants étaient en elle, et tout ce qui n'est pas pensant était au masculin. Le table, le chaise, etc. Et j'ai pensé que ça allait vraiment être illisible, quoi. On aurait buté quasiment à tous les mots. Donc, c'est une convention. Quelque part, ça n'est pas une traduction de ce qu'a fait Anne, parce que ça n'est pas possible, puisque nous, on fonctionne exactement à l'inverse. Donc, on n'a pas les nuances qu'il y a dans l'anglais, on n'a pas le mécanisme qu'il y a dans l'anglais. C'est une transposition avec les outils dont on dispose en français. C'est pas parfait, il y a des choses qui passent pas. Il me semble qu'il y a des choses dont j'étais assez content. Si, il y a des nuances qu'on peut avoir en français qu'on n'a pas en anglais. C'est-à-dire que Anne me demandait justement qu'elle avait remarqué que Sévarden et Breck, suivant les passages, se tutoient ou se vouvoient. Et qu'on lui avait dit d'habitude que le passage du vous au tu, c'est le passage où les deux personnages ont couché ensemble. Ou alors, où ils se sont battus. Ça arrive aussi. Well, they're not sleeping together, but yeah, and that was super interesting to me when I knew that you had done that, because of course that doesn't happen in English, but that's a way of expressing a relationship between characters that's available to you in French that was just not available to me in English, right? Oui, voilà, c'est-à-dire que ils passent, je ne sais pas si vous m'entendez, ah oui, voilà, ils passent un long moment ensemble, donc. Et ils ont une relation pendant un temps de maître et domestique. Donc j'essaie de refléter ça. Et ensuite, quand ils arrivent, leur relation évolue, ce qui fait que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils discutent d'eux-mêmes, je les fais se tutoyer, comme deux amis. Mais dès qu'ils reviennent dans des relations militaires, ils reviennent au vous, ce qui me semble normal. Et il y a une période où je crois que c'est Sévarden qui dit tu, mais Breck continue à dire vous. Enfin, j'ai nuancé ça, et ça n'existe pas en anglais. Mais justement, là, j'ai profité de ce qu'on pouvait faire en français pour essayer de m'adapter. C'est la traduction. On fait le moins mal possible avec les outils dont on dispose. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Quelqu'un? Olé. Personne n'ose se lancer? Vous avez lu le livre? Les livres?
Parce que je vous les recommande indépendamment. Well, I have a question for Anneleke. How do you yourself picture your main character as a gender? That's an interesting question. I consider her to not actually have a human gender because she's a spaceship. Sometimes they'll ask me, well, what gender do you think that Breck is? And I said, well, she's a spaceship, right? The question of what her body is like is actually, I did have to think about that because I wrote a short story called She Commands Me and I Obey, which was meant for me, for my convenience. I had to figure out where Breck got all her money because, of course, she's a ship in the one part of the story, and then 20 years later, she appears again in the story, and she has lots of money. She needed to have that money so that she could do the things I needed her to do for the story. That's really the reason she has all the money. But I said, well, how did that happen? I don't need to put it in the book. I wrote a short story, and in that short story, I did have to describe her from another person's point of view. And so if you're curious, you can read She Commands Me and I Obey. But ultimately, I think the question of Breck's gender is, like I said, it's kind of a red herring because she may have a human body, but she's really not entirely human. And the way that human beings experience gender, that's a very human thing. And I don't think she necessarily thinks of herself that way, if that makes sense. Oui, là, mademoiselle. Bonjour. Moi, j'ai lu le roman qu'en anglais, mais j'avais une question, parce qu'on a parlé justement beaucoup de genres, et je trouve ça très intéressant justement que tout le monde se focalise là-dessus. Ça en dit aussi beaucoup d'un point de vue social. Tout le monde essaie de savoir, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que ça vous inspire au final? I find it really, really interesting. I started out doing it just as a world-building detail and didn't realize in the end how it would show to me how central those categories are. We make those categories and we think, oh, they're just categories, it's not a big deal, but those ideas about what words mean affect how we look at the world so strongly. And so that's made me wonder, what else is there in the way that we talk about things that affects the way we view the world? Because it can't just be that thing. Just the way that our languages are set up makes us think of the world in a certain way. And that's been really super interesting to me. Je pense, moi personnellement, j'étais obligé de me préoccuper de ça parce que d'un point de vue technique et pratique, c'était une considération importante. Mais je pense qu'à la lecture, on est d'abord un petit peu choqué par la nouveauté, par la convention, mais il me semble qu'au bout d'un moment, on ne s'en aperçoit plus. Ça doit pas, normalement, ça devrait passer et ça n'est plus une considération. Par contre, effectivement, lorsqu'on parle du bouquin, c'est un des détails qui frappe d'abord. Donc, c'est ce qu'on discute. Mais je pense qu'à la lecture, le but est atteint et que le genre des personnages... Je vous dis, lorsqu'un nouveau personnage apparaît, d'après la description, comme il y a une description, justement, on essaie de se le représenter ou de la représenter. On se demande si c'est un homme ou une femme, mais... très rapidement, c'est une considération secondaire parce que effectivement, c'est le monde tel qu'il est et ça passe très bien. C'est vraiment pas une considération importante à l'intérieur du bouquin. Écoute, en tout cas, si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir les poser à Anneleke parce que là, c'est terminé. On a commencé un peu en retard, hélas, mais heureusement, elle signe maintenant à la librairie. Vous allez donc pouvoir la retrouver, j'imagine, si vous avez des questions pour Patrick. Il est ici. Merci à vous d'être restés et je vous engage à rester pour la suite, hein, si vous avez un peu de temps.